Aristote, la rhétorique, livre 1er, chapitre 1er. Rapport de la rhétorique et de la dialectique, utilité et rôle de la rhétorique. 1. La rhétorique se rattache à la dialectique. L'une comme l'autre s'occupe de certaines choses qui, communes par quelques points à tout le monde, peuvent être connues sans le secours d'aucune science déterminée. Aussi tout le monde, plus ou moins, les pratique l'une l'autre. Tout le monde, dans une certaine mesure, essaie de combattre et de soutenir une raison, de défendre, d'accuser. 2. Les uns font tout cela au hasard, et d'autres par une habitude contractée dans leurs conditions. Comme ces deux moyens sont admissibles, il est évident qu'il y aurait lieu d'en diriger l'application et de considérer la cause qui fait réussir soit une action habituelle, soit une action spontanée. Or, tout le monde conviendra que cette étude est le propre de l'art. 3. Aujourd'hui, ceux qui écrivent sur la rhétorique n'en traitent qu'une mince partie. Les preuves ont seules un caractère vraiment technique. Tout le reste n'est qu'un accessoire. Or, ils ne disent rien de l'antimème, ce qui est le cadre de la preuve. Le plus souvent, leurs préceptes portent sur des points étrangers au fond de l'affaire. 4. L'attaque personnelle, l'appel à la pitié, l'excitation à la colère et aux autres passions analogues de l'homme ont en vue non l'affaire elle-même, mais le juge. C'est au point que si l'on faisait pour tous les jugements ce que se fait encore aujourd'hui dans quelques cités et des mieux policés, ces rhéteurs n'auraient rien à mettre dans leur traité. 5. Parmi tous les hommes, les uns pensent que les lois doivent prononcer dans tel sens, et les autres, en admettant l'appel aux passions, interdisent tout ce qui est en dehors de l'affaire, comme on l'était dans l'aréopage. Et c'est là une opinion juste. Il ne faut pas faire dévier le juge en le poussant à la colère, à la haine, à la pitié. C'est comme si l'on faussait d'avance la règle dont on va se servir. 6. De plus, il est évident que, dans un débat, il faut montrer que le fait n'est pas, ou bien a été, ou n'a pas été, et ne pas sortir de là. Est-ce un fait de grande ou de faible importance, juste ou injuste? Voilà autant de points que le législateur n'a pas déterminés. Il appartient au juge lui-même de les connaître, et ce n'est pas des parties en cause qu'il doit les apprendre. 7. Il convient donc, par-dessus tout, que les lois, établies sur une base juste, déterminent elles-mêmes tout ce qui est permis et qu'elles laissent le moins possible à faire au juge. En voici les raisons. D'abord, il est plus facile de trouver un homme ou un petit nombre d'hommes qu'un grand nombre qui soit doué d'un grand sens et en état de légiférer, de juger. De plus, les législations se forment à la suite d'un examen prolongé, tandis que les décisions juridiques sont produites sur l'heure et, dans de telles conditions, il est difficile pour les juges de satisfaire pleinement aux droits et à l'intérêt des parties. Enfin, et ceci est la principale raison,
Le jugement du législateur ne porte pas sur un point spécial, mais sur des cas futurs et généraux, tandis que les membres d'une assemblée, le juge prononce sur des faits actuels et déterminés, sont laissés d'être influencés, souvent par des considérations d'amitié, de haine et d'intérêt privé, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus envisager la vérité avec compétence, mais que des sentiments personnels de joie ou de peine viennent à offusquer leur jugement. 8. Si, sur tout le reste, nous le répétons, il faut laisser le moins possible d'arbitraire au juge. C'est à lui qu'il faut laisser décider si tel fait a existé, existera, existe, oui ou non, attendu que le législateur n'a pu prévoir cette question. 9. S'il en est ainsi, c'est, on le voit, traiter un sujet étranger à la cause que de déterminer d'autres points, comme, par exemple, qu'est-ce que doit contenir l'exorde ou la narration, ou chacune des autres parties d'un discours, car ces moyens ne tendent à autre chose qu'à mettre le juge dans tel ou tel état d'esprit. Mais sur le chapitre des preuves oratoires, il n'explique en rien. Et pourtant, c'est par les preuves que l'on devient capable de faire des antimères. 10. Aussi, bien que la même méthode s'applique indifféremment au genre délibératif et au genre judiciaire, et que l'éloquence de la tribune soit plus belle et plus politique que celle qui s'occupe des contrats, ils ne disent rien du premier genre et s'appliquent tous à traiter de l'art de plaider. Cela tient à ce que, dans les harangues, on a moins d'intérêt, avant d'en venir au fait, à toucher des points étrangers à la cause et qu'il s'y trouve moins de place pour la malignité que dans une plaidoirie, l'intérêt étant plus général. Lorsqu'on prononce une harangue, l'auditeur est juge dans sa propre cause, et l'orateur n'a pas à faire autre chose que de lui montrer comment les choses sont telles que lui présente l'auteur de la proposition. Dans les affaires de procédure, cela n'est pas suffisant, et avant d'arriver au fait, il faut s'emparer de l'esprit de l'auditeur, car les juges prononcent sur des intérêts qui leur sont étrangers, n'ayant en vue que leur goût personnel, et prêtant l'oreille au plaidoyer pour le plaisir qu'ils y trouvent. Ils se livrent aux deux parties en cause, mais ils ne font pas office de juge. Aussi, en beaucoup d'endroits, je l'ai dit plus haut, la loi défend-elle de rien dire en dehors de l'affaire. Mais là, dans le genre délibératif, les juges observent assez bien cette règle. 11. La méthode, en matière de rhétorique, repose évidemment sur les preuves. La preuve est une démonstration, car si nous admettons une preuve, c'est surtout lorsque nous supposons qu'il y a eu une démonstration. D'autre part, la démonstration oratoire, c'est l'antimème, qui est, en résumé, la preuve par excellence. Or, l'antimème est une sorte de syllogisme, et il appartient tout aussi bien à la dialectique, prise dans son ensemble ou dans quelques-unes de ses parties, d'examiner tout ce qui se rattache au syllogisme. Il ressort de tout cela que celui qui pourra le mieux approfondir l'origine de la construction du syllogisme sera le plus capable de faire des antimères, surtout s'il sait, de plus, sur quels objets portent les antimères et en quoi ils diffèrent des syllogismes logiques.
effet, la considération du vrai et celle du vraisemblable dépendent d'une seule et même faculté. En même temps, les hommes sont naturellement aptes à recevoir une notion suffisante de la vérité. La plupart du temps, ils réussissent à la saisir. Aussi à l'homme, en état de discerner sûrement le plaisir, il appartient également de reconnaître la vérité. Ainsi donc, on vient de voir que les autres rhéteurs traitent de la matière sans avoir égard à la cause, et tendent plutôt à dévier vers le genre judiciaire. 12. La rhétorique est utile, d'abord, parce que le vrai et le juste sont naturellement préférables à leur contraire, de sorte que si les décisions des juges ne sont pas prises conformément à la convenance, il arrive nécessairement que ces contraires auront l'avantage, conséquence qui mérite le blâme. De plus, en face de certains auditeurs, lors même que nous posséderions la science la plus précise, il ne serait pas facile de communiquer la persuasion par nos paroles à l'aide de cette science. Un discours scientifique tient de la doctrine, ce qui est ici d'une application impossible, attendu que, pour produire des preuves et des raisons, il faut s'en tenir au lieu commun, comme nous l'avons déjà dit dans l'utopique, à propos de la manière de parler à la multitude. Il faut, de plus, être en état de plaider le contraire de sa proposition, comme il arrive en fait le syllogisme, non pas dans le but de pratiquer l'un et l'autre, le non vrai et le non juste, car il ne faut pas conseiller le mal, mais pour ne pas ignorer ce qu'il en est, et afin que, si quelques autres orateurs voulaient discourir au détriment de la justice, nous soyons nous-mêmes en mesure de détruire ces arguments, à la différence des autres arts, dont aucun n'arrive par le syllogisme à une conclusion opposée. La rhétorique et la dialectique sont seules à procéder ainsi, l'une et l'autre supposant des contraires. Toutefois, les matières qui s'y rapportent ne sont pas toutes dans les mêmes conditions, mais toujours ce qui est vrai et ce qui est naturellement meilleur se prête mieux au syllogisme. En résumé, est plus facile à prouver. De plus, il serait absurde que l'homme fût honteux de ne pouvoir s'aider de ses membres, et qu'il ne le fût pas de manquer du secours de sa parole, ressource encore plus propre à l'être humain que l'usage des membres. 13. Si, maintenant, on objecte que l'homme pourrait faire beaucoup de mal en recourant injustement à la puissance de la parole, on peut en dire autant de tout ce qui est bon, la vertu exceptée, et principalement de tout ce qui est utile, comme, par exemple, la force, la santé, la richesse, le commandement militaire, car ce sont des moyens d'action dont l'application juste peut rendre de grands services et l'application injuste faire beaucoup de mal. 14. Il est donc évident que la rhétorique n'appartient pas à un seul genre déterminé, mais qu'elle opère comme la dialectique et qu'elle est utile. Maintenant, son fait n'est pas autant de persuader que de voir l'état probable des choses par rapport à chaque question, ce qui a lieu pareillement dans les autres arts. Ainsi, le propre de la médecine n'est pas de donner la santé, mais plutôt d'agir en vue de ce résultat autant qu'il en est elle. Car il peut arriver que des gens incapables de jouir d'une bonne santé reçoivent cependant des soins efficaces. Outre cela,
Le propre de la rhétorique, c'est de reconnaître ce qui est probable et ce qui n'a que l'apparence de la probabilité, de même que le propre de la dialectique est de reconnaître le syllogisme, ce qui et ce qui en est dû, l'apparence. Car si le syllogisme devient sophistique, ce n'est pas en puissance, mais par l'intention qu'on y met. Toutefois, dans le cas actuel, celui de la rhétorique, on sera orateur soit par science, soit d'intention, tandis que dans l'autre, celui de la dialectique, on sera sophiste d'intention et dialecticien, non pas d'intention, mais en puissance. 15. Essayons d'exposer la méthode oratoire elle-même et de dire par quels moyens nous pourrons atteindre le but que nous nous sommes proposés. Reprenons-en donc la définition à son principe, après quoi nous nous occuperons de tout le reste.